great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics, émission numéro 65, donc en ce début juillet, une émission en effectif resserré. Ouais, voilà, cette fois, ça y est. On n'a plus personne pour nous observer, plus d'invités, plus que nous. Plus de public. Voilà, on va prodiguer nos connaissances les plus diverses et variées. Hein, ça promet. Ah oui. Parce qu'il y a quand même un thème, figurez-vous. Donc, on aura d'abord nos chroniques, parce qu'on va quand même vous parler un peu de ce qu'on lit, ce qu'on a lu, ce qu'on... Bah non, pas ce qu'on voudrait lire, parce que sinon ça serait difficile comme chronique. On peut pas faire de chronique. Voilà. Après, on sera donc sur notre dossier de partie qui sera spécial 2025, année de la mer. Alors, j'imagine que vous aussi, quand on vous dit ça, vous dites mais où ils vont aller chercher le lien avec la BD? Et pourtant, figurez-vous que ouais, quand on y réfléchit, et enfin celui qui réfléchit, c'est Jay. Là, c'est Rémi qui a eu l'idée. Là, c'est moi. Là, Ouais, non mais l'idée, mais tous les petits exemples, j'avoue qu'il fallait les trouver, et c'est vrai que ça nous a aidés. On développera ça le moment venu, et on finira cette fois avec un quiz de Monsieur Rémi. Exactement. Sur la mer. Exactement. On ne l'a pas entendu, mais elle est là aussi. Annie, bonjour, vas-tu bien? Bonjour. Oui. Ça y est, forme, bien positionnée, prête à tout. La chaleur, elle est forte. La chaleur, elle est forte. Ben, sois plus forte que la chaleur. Alors. Jay, tout va bien? Les boutons sont prêts, les jingles, les génériques, tout parfait, c'est excellent. Monsieur Rémi, vas-tu bien? Au top, moi ça y est, je suis chaud de l'émission précédente, donc là, on y va. T'es chaud. Le diesel est... Ouais, il est lancé. Il fut un peu au départ, mais... C'est ça, le premier enregistrement, t'as mis à niveau. Exactement. Ok, donc on compte sur toi pour nous parler de la mer et de son année. Petit jingle, et ben on va attaquer les chroniques. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Ah oui. Eh oui, ah bah tiens, tu l'as ouverte. C'est toi qui commences, Annie. On t'écoute. De quoi tu vas nous parler? Je suis passionnée par le thème de la mer parce que je vais absolument pas chroniquer quelque chose en rapport avec ça. Ça peut te rassurer, moi non plus. Vas-y, on t'écoute. Alors, je vais parler de Moriarty. Si j'ai la place, je parle d'un autre manga juste après. Qui est donc, en français, le titre, c'est Moriarty the Patriot. En anglaise. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça. Donc, c'est un ouvrage qui va se concentrer sur Moriarty, l'ennemi de Sherlock Holmes, qui va expliquer, donc, donner un peu l'histoire et les effets et les contextes de ce que potentiellement Moriarty aurait pu vivre, traverser pour faire les crimes, donc, face auxquels il était confronté quand il y avait le duo avec... Sherlock Holmes. C'est un ouvrage qui est fini. Je ne sais plus combien de tonnes il y avait. 19 volumes au total. Ouais. Et, en France, je crois qu'il est là depuis les années 2020-2022. À peu près, il est sorti dans les éditions de Kana. Mais c'est vraiment une pépite, en fait, parce que c'est drôle. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que quand on te propose le choix de voir en fait l'autre angle de vue, l'autre vision en fait de la situation, bah tu arrives aussi à avoir une compréhension et tu te dis ok, c'est pas con. Et de en fait ça fait sens. Mais de l'empathie pour un méchant quoi. Mais clairement. Ouais, souvent ce qui plaît. Et c'est très drôle de faire du coup cette bascule là et de voir un contexte complètement à part. Enfin, je trouve c'est enrichissant comme, enfin, ça ouvre des portes quoi. C'est une origin story ou c'est où il raconte la période où il s'oppose à Holmes? Alors, c'est vraiment beaucoup inspiré de ce que Conan Doyle il a fait. Ouais, d'accord. Mais il y a une mise en scène quand même juste avant
avant qu'ils fassent la rencontre tous les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques chapitres qui vont expliquer c'est quoi les personnages, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils vont là-dedans. Et après, seulement, on va voir la rencontre avec Sherlock Holmes, où là, du coup, ça va être d'autant plus intense et vraiment malin, je trouve, mais malin jusqu'à un point. c'est vraiment intelligemment écrit. Et je trouve que ça rend honneur quand même aussi à ce qu'on a pu avoir comme information par rapport aux ouvrages de Conan Doyle, avec ce sens méticulé par rapport aux détails en fait qu'on va mettre en place pour réussir justement à faire des choses que autrement, Oui. normalement Ouais, tu te fais prendre et puis tu passes à autre chose. Donc vraiment, vraiment stimulant, je trouve, intellectuellement parlant, très très intéressant à D'accord. regarder, à lire. Donc, si vous voulez vous lancer dans le crime, commencez par là, vous aurez deux, trois astuces pour savoir ce qu'il en est. Quoi. Oui, mais il y a quand même un contexte un peu noblesse riche, tout ça. Bah, c'est l'époque victorienne. C'est pas à la portée de tout le monde non plus. C'est pas un manuel sur comment on va faire les crimes. Bon, si vous arrivez à revenir en époque victorienne, sachez qu'il y a peut-être un truc à faire. À creuser. Ouais. Bon, d'accord. Bah, écoute, on te remercie pour ça. Jay, tu es à côté ? Alors, moi, je vais vous faire un petit top 3. J'ai pas pu choisir, donc je vais aller assez vite sur chaque bouquin, mais ça permet de vous donner un petit peu, comme c'était la thématique 2025 année de la mer, j'ai choisi de vous parler du héros d'ici, Aquaman. Voilà, le personnage. Héros de là-bas. Voilà. Oh là là. Héros de là-bas, surtout, de là-bas dessous, surtout. Tu vas sortir, toi. Et donc, mon top 3, j'ai commencé par J'ai chaud. Sub Diego. Qui est Alors, donc, ça, c'est le troisième. C'est le troisième. On part numéro 3, okay, voilà, je fais à l'envers. Numéro 3, Sub Diego, écrit par Will Pfeiffer, dessiné entre autres par Patrick Gleason, que j'adore, qui a bossé sur du Green Lantern notamment. Ouais. Et pour le coup, c'est sorti en 2004 aux US et ça nous parle de la ville californienne de San Diego qui est engloutie par les flots et où la population se met à se voir pousser des branchies. Et donc, Aquaman va enquêter. Donc, c'est un vrai récit d'enquête sous l'eau. Ah, ok. C'est assez original. Pour le coup, c'est en 2 tomes chez Urban Comics. En 2 tomes quand même, parce Ouais, que 2 celui-là, tomes. il est conséquent. Deux beaux pavés, ouais. Alors, Ok. petite déception, c'est la petite fin en queue de poisson. Oh, Oui. Tout de même. Voilà, il faut quand même que je le dise. Le numéro 2 pour moi, c'est Aquaman Andromeda Ouais, très de bien. Ramvé et dessiné par Christian Ward, qui est sorti en 2023 sur le Black Label, donc hors continuité, contrairement à son petit copain d'avant. Et là, en fait, en gros, on a un objet spatial qui va s'abîmer dans l'océan au point le plus éloigné de toutes les terres, donc dans l'océan Pacifique, qu'on appelle le point Nemo. Et donc, une équipe, un sous-marin expérimental qui s'appelle l'Andromeda, va plonger du coup dans l'océan pour aller voir ce que c'est que cet objet. Et ils vont croiser un Aquaman assez étrange. On peut voir juste l'intérieur. Très belle lecture. Ah oui, oui là pour le coup on n'a pas de surprise, hein, c'est du même niveau. C'est exactement du même niveau. Il Voilà. fait Pour le coup. plus penser à une divinité grecque. Ouais, mais c'est exactement ça. antique, Très tout ça, organique, donc, enfin voilà, le dessin est incroyable. Christian Ward, de toute façon, il est très 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 fort. Et c'est un artiste qui mérite d'être accompagné par un scénariste quand même, parce que quand il est seul aux commandes, City c'est of un Madness. peu moins extraordinaire. Et là, je trouve que Ramvé, qu'on connaît pour peut-être plein d'autres comics, mais arrive justement à synthétiser, comme tu disais Annie, à donner une espèce d'aura à Aquaman, que c'est une créature. C'est même plus un super-héros, c'est une créature. Et je trouve que ça fait un récit un peu légèrement horrifique, mais très très intéressant, et avec une identité propre. Ouais, ça surnage très largement. Wow, incroyable. Et pour le dernier, celui qui a la palme, du coup. Festival. C'est donc Aquaman par Geoff Jones avec le premier tome de son run qui est en 3 tomes chez Urban Comics toujours, qui est sorti là pour le coup en 2011 dans le cadre des New 52, donc la relance de DC, donc un petit peu après Sub Diego. Et pour le coup c'est scénarisé donc par Geoff Jones, dessiné par Ivan Reis qui lui aussi a bossé sur Green Lantern. On verra qu'il y a plein de liens entre l'espace et la mer, fatalement assez régulièrement dans les comics. Et là pour le coup il va redéfinir complètement le personnage d'Aquaman et il va être confronté dans une petite ville portuaire à une attaque par des créatures sous-marines très étranges qui viennent de la fosse. Alors ça peut vous faire penser au film. Exactement, avec Jason Momoa. Ils ont utilisé en tout cas ce truc-là. Donc un petit peu horrifique, très sympa, mais moi c'est surtout le fait de redéfinir les origines d'Aquaman
Spider-Man, et notamment essayer de lutter contre tous les poncifs qu'on a sur ce personnage. Ouais, c'est un mec qui parle aux poissons, c'est le héros préféré de personne, etc. Et en fait, dès le début, il désamorce tout ça, et d'une façon, pour le coup, très très forte. Geoff Johns, il est ultra doué, et le dessin d'Ivan Reis, c'est toujours exceptionnel, très propre. C'est du dessin de comics américain assez classique. Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est très très beau, bien mis en couleur, voilà, chaque fois, très défini. Moi, j'avoue pas être spécialement intéressé. Alors, c'est par le dessin qui me freine, parce que je trouve ça vraiment... C'est très classique comics, quoi. Du comics un peu bas de gamme, je suis désolé, mais dans la colorisation, je trouve que Andromeda a nettement plus une identité. C'est plus artistique, plus adulte. recherché. Ouais. Et là, t'as l'impression que c'est du comics au kilomètre, que le mec réfléchit même plus. Je dis pas, je porte pas de jugement sur l'histoire parce que je l'ai pas lu, mais moi, quand j'ouvre les pages et je vois la couverture, déjà, je le repose et je perds pas de temps à lire ça, quoi. C'est dans le canon, le dernier que tu... Oui, tout à fait. C'est dans la continuité, ça. Et c'est très, très bon. Ok. Voilà. C'est dans celui-là où il boit la tasse. Allez, hop, on y va. Alors, à mon tour, je sais plus quoi dire. Après tout ça, j'avoue que j'en suis... voilà. Il est mieux comme une carte. Amen. Je vais pas noyer le poisson, mais presque. Oui. Voilà, c'est bon, chacun fait la sienne. C'est bon. Ok. Bon, moi je pars sur d'autres sentiers, pas aquatiques, mais celle-là bien terrestre. J'ai envie de vous parler de Winter Soldier. Eh oui. Voilà. Le très connu L'hiver sans fin de Brubaker, Gaïs et Lark. Voilà. Donc vous l'aurez entendu au râle de plaisir qui ont accompagné cette présentation. Je n'ai pas à convaincre Rémi. Voilà. Donc c'est quoi ? C'est un omnibus, je crois. Il y a à peu près 300 pages. Hein, il est regroupé en... Moi, celui que j'ai, c'est un Deluxe. D'accord, tu l'as en Deluxe. En Deluxe, ouais. Je crois pas qu'il soit sorti sur un omnibus, mais après, à voir. Peut-être que là il est un peu grossi en version. On est sur... après la mort de Bucky, quand il a pris la place de Captain America, il est censé être mort. On apprend que, comme beaucoup de fois, il lui s'en est sorti, mais il décide de ne plus revenir et de rester dans la partie cachée. Donc il revient à ses origines d'espion, en fait. On est vraiment ça. Et il retrace... cette histoire retrace son passé, les failles, les difficultés et surtout sa relation qui n'a peu été développée en fait dans les différents films ou dans les différents comics avec Natasha Romanoff. Voilà, dans cette histoire-là, Black Widow, ils se connaissent depuis la fin de la guerre, parce que elle avec la Chambre Rouge et lui avec le programme Winter Soldier. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est... c'est ce que toi, tu aimes, que tu as aimé dans le Captain America, Soldat de l'hiver. C'est ce côté d'espionnage qu'on retrouve constamment. Il n'a pas recours à des armes exceptionnelles. Certains héros le croisent, mais sans réellement prendre place, du moins au début. Sans influer sur l'histoire, vraiment. Voilà, sans influer sur l'histoire. C'est vraiment lui qui part à la recherche de son passé pour solder ça et essayer de revenir à la vie comme il l'a fait physiquement. Il est plus ou moins revenu à la vie. Là, il veut revenir à la vie, se réhabiliter dans un certain sens, quoi. Et j'aime bien la partie avec Black Widow parce que justement un ancien ennemi du Winter Soldier vient à utiliser les mêmes méthodes. On apprendra pourquoi si vous le lisez. Utilise les mêmes méthodes qu'il connaît, mais il finit par retourner. C'est pas forcément le bon terme. Black Widow. Voilà. Peut-être. La faire changer d'avis. Faire changer d'avis, c'est très bien. Voilà. C'est bien. Le fait changer d'allégeance. Et donc, le Winter Soldier se retrouve face à son passé, à son amour. Et
comment surmonter tout ça. Donc c'est très très bien écrit par Brubaker. Celui-là, je trouve qu'il est très très bien écrit. C'est un excellent run. On est sur une ambiance noire, des fois même un peu sale. Voilà, on est dans l'arrière-boutique d'e-comics, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Je trouve que ça s'inscrit vraiment dans le run de Brubaker, justement sur Captain America. Je trouve que je suis fan du duo Brubaker et Lark avec Daredevil. Et je trouve que là, moi, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que en fait, je pensais que c'était un petit peu dans la continuité de l'arc de Captain America. Alors, je l'ai lu il y a très longtemps, donc mes souvenirs me font défaut, mais du coup, je trouve que ça s'inscrit vraiment très très bien. Au niveau graphique, c'est parfait. Juste attention à la précaution, c'est essayer de tout lire d'une traite, parce que des fois, avec les rebondissements, si tu reprends 2 jours après, des fois, tu vas te dire, attends, lui, pourquoi il est là ou quoi. Donc, arrêtez-vous un peu sur les chapitres. Le propre de Brubaker, essayer de suivre le mouvement. Voilà. Bon, donc c'est Marvel, Winter Soldier, l'hiver sans fin. Allez, on passe à la dernière partie. Achève-moi. Ave Erdix, Ave Jérémix, Ave Anix. Oui. On vous parle depuis notre petit village fortifié de la bande des comics. Dans la province de Radio Activia. Annie, enfin vous noterez que je n'ai pas mis vos prénoms à la romaine, parce que sinon pour Annie, ça aurait pas fait. posé problème. Combat des chefs. Ça se finit en russe, du coup. Voilà, donc je me suis dit non, on va pas le faire. À l'occasion de cette émission spéciale Année de la mer, je vous ramène dans votre prime jeunesse et on va parler brièvement de la grande traversée d'Astérix et Obélix. C'est la cata dans le village et il n'y a plus de poissons frais. Mais y en a-t-il déjà eu ? Or, Panoramix en a besoin pour la potion magique. Astérix et Obélix partent donc à la pêche. Et là, ça commence. Le mauvais temps, les grosses vagues, la pluie, le froid, la grêle. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont à peine à Noirmoutier. Donc, du coup, ils continuent. Ils traversent l'océan et ils font la connaissance des Indiens plusieurs siècles avant Gérard Depardieu. Quel plaisir de se replonger dans les histoires de nos chers Gaulois. Le duo Goscinny-Uderzo, en 48 pages, t'avais une problématique, un voyage, une prise de tête entre les deux héros, une vanne sur le surpoids, des baffes, et on rentre à la maison, se taper un bon gueuleton avec de la barbaque et de la binouse. Et si le bard y met du DJ Snake, il se prend une toriole en travers de la tronche. Donc, après l'Iris Blanc, qui s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires, Fab Caro et Conrad, adoubé par Uderzo lui-même, et avant qu'il soit mort, encore mieux, re-signe pour un nouveau tome qui sortira à l'automne 2025. Pour l'instant, on ne sait absolument rien, ni de l'intrigue, ni du titre. Mais moi, tant que Guillaume Canet fait pas un film ensuite, moi, ça me va. Ça me va. Avec Fab Caro au scénario, on a enfin retrouvé l'âme de nos, ouvrez les guillemets, chers Gaulois réfractaires, comme l'a dit un petit monsieur qui ne sera plus grand-chose dans 2 ans. Allez, patience, c'est bientôt fini. Les jeux de mots auraient plu à Goscinny et l'album fait habilement le lien entre passé et présent. Il se moque de nous-mêmes, de nos travers, et même s'il est un peu compliqué pour Fab Caro de faire du Fab Caro avec Astérix, tout est réuni pour retomber en enfance dans la potion magique et faire redécouvrir à ses propres petits Gaulois et Gauloises, sans filtre, les avenirs d'Astérix et Obélix. Donc, lisez La Grande Traversée pour cette année de la mer, c'est tout simplement fabuleux. Merci pour cette J'ai envie excellente d'applaudir. chronique. Non, celle-là, on l'encadrera. Ah oui, carrément. Ça me touche. Ouais, on l'encadrera. Vous êtes de retour dans la bande des comics. Annie était en train de danser. Oui. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo qui sera disponible. Je la garderai sur nos plateformes. Voilà, sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de Monsieur Rémy. Exactement. J'ai lu, j'en parle tout attaché. Et vous verrez, il y a aussi de très bonnes chroniques et des très bons agendas. Bref, complet, allez voir. Et si vous êtes amateur de podcast, vous nous retrouvez sur les différentes plateformes ou sur le site internet de la radio, radio-active.net. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour dire où nous retrouver. Oui, voilà. La prochaine étape, c'est vous donner vos adresses. Donc, c'est ça. Méfiez-vous. On va attaquer le dossier spécial 2025, année de la mer. Jay, tu peux nous dire un petit mot pour lancer tout ça? Très rapide, un petit mot. L'année de la mer 2025, du coup, c'est une initiative nationale
qui a pour objectif de sensibiliser, faire la promotion d'actions en faveur de l'avenir maritime durable. Donc préservation des fonds marins, limiter la surpêche, etc. etc. Couler des yachts. Par Aussi. exemple, Explosion de bateau. entre autres. Non, pas du tout. Mais bon. Voilà, pour le coup, c'est vraiment une initiative politique. Et donc, on a choisi de vous parler de ça pour cette thématique parce que c'est l'été, parce que dans le Var, on a la mer. Et donc, voilà, on est un petit peu sensibilisé à ça malgré tout. Et donc, voilà, l'objectif, ça va être de vous parler un petit peu pendant ce dossier des différentes œuvres qui peuvent aborder la mer, que ce soit dedans, dessus, à côté. Voilà, on va essayer. Enfin, il y a plein d'œuvres, on se rend compte. Il y en a plein. Ouais. En jetant un œil dessus, il y a plein d'œuvres qui traitent de manière des fois directe ou indirecte de la mer. Ouais. Donc, Jay nous a parlé dans ses chroniques d'Aquaman, plusieurs d'ailleurs. Vous voulez commencer par parler duquel ? Toi, qu'est-ce qui t'est venu Moi, j'en avais déjà parlé à la médiathèque et je l'ai prêté à Jay qui me l'a soutiré. Mais c'est le roman graphique. Ah, la petite vanne. In Waves. Du coup, et j'ai réécouté l'émission de la médiathèque, tu avais raison. Moi, j'étais sur Waves et c'était Heat Waves. Je te rends grâce. Mais du coup, ça traite de maladies, puisque ça traite de maladies et du surf, puisqu'il y a une bande de surfeurs et il y a l'une d'elles, je crois, où c'est la sœur d'un des surfeurs qui est atteinte d'un cancer. Et donc, et en parallèle, l'auteur Eiji Dengo donne un peu des éléments historiques sur la naissance du surf. Ça peut être une lecture présentée comme ça, extrêmement de niche, mais en fin de compte, moi je suis pas très coutumier du surf, mais en fait, tu apprends quelques éléments sur l'origine du surf, et aussi tu vas avoir comment la maladie est traitée, comment le malade est traité, quelle est sa place, quelle place on lui accorde, et tout ça avec évidemment cet appel incessant de la mer pour les surfeurs, qui est traité d'une manière extrêmement belle. Pour l'avoir lu 2-3 fois, j'ai pleuré 2-3 fois. Apparemment, ça fait très très émouvant. Ouais. Mais c'est pas non plus larmoyant, c'est pas gratuitement. Mais la maladie, elle peut toucher chacun de nous de manière directe ou indirecte, et je trouve que même si ce côté-là ne m'a pas spécialement parlé, mais il y a beaucoup d'empathie pour les personnages. Le dessin est très simple, ce qui permet au lecteur de se plonger dans la lecture. Et on les relève même tout le champ lexique. Et du coup, voilà, pour moi, si on parle d'océan, et il y a cette œuvre-là qui m'a vraiment plu et vraiment touché. Je garde vraiment de manière très précieuse. Là, c'est Jay présente la version poche. Grande poche, qui était sortie chez Casterman, mais du coup vous avez le grand format et aussi le format, l'édition luxe qui est sortie il y a pas très longtemps, je crois, vers laquelle je vous renverrai pas, mais si vous pouvez l'emprunter à la médiathèque et essayer de vous le faire prêter, c'est une très très belle lecture que je vous conseille vraiment de découvrir. D'accord. Annie, toi, à quoi tu as pensé quand on a parlé Le Pacte de la mer. Le Pacte de la mer. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un manga, mais c'est un one-shot. Ouais. Mais c'est autour d'une légende où un prêtre, Shindo, fait un pacte avec une sirène. Donc, la sirène protège l'île et l'espace maritime autour de l'île. Oui, bien sûr. Et en attendant, à l'inverse, du coup, les villageois, ils sont obligés de protéger l'œuf de la sirène pour qu'il ne périsse pas. Ok. 60 ans plus tard, donc il y a un jeune prêtre qui vient de rejoindre les rangs des prêtres, tout simplement, qui ne croit pas trop en fait à cette légende, qui imagine que c'est juste quelque chose pour faire vivre la île. Et en fait, un jour, il se rend compte qu'elle est tout à fait réellement vraie, parce qu'un magnate de l'immobilier, il vient, il s'installe et il veut construire tout plein de trucs, mettre du béton partout, donc casser complètement l'écosystème, le biome maritime, pour faire en fait son projet, tout simplement. Donc à ce moment-là, ce prêtre-là, il s'allie donc à la sirène pour faire en sorte qu'il dégage la personne, pour préserver la nature, le biome. Et c'est dans quel style ? C'est horrifique, non ? C'est fantastique Non, c'est plutôt zen. C'est pas comme Aquaman, comme on a pu voir tout à l'heure dans les chroniques de Jay. C'est un roman de personne, quoi, en fait. Mais c'est très... je trouve très prononcé comme dans l'esprit japonais, c'est-à-dire très respectueux de qu'est-ce qui nous entoure et
qu'est-ce qu'on en fait réellement, en fait, plutôt que, tiens, on est avide, on a envie de faire plus de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la nature, donc on va y aller dedans. Donc c'est un peu une représentation de qu'est-ce qu'on préserve réellement, je trouve, en dehors de ça, quoi. Ouais. Voilà. Là, la mère exprime plus le monde conservateur par rapport aux agressions. Aux agressions, c'est pas un personnage en lui-même, mais c'est plus un... Parce que dans ce que tu disais de In Waves, on a plus l'impression que c'est un personnage en lui-même, la mère. C'est ça. Alors que là, on est plus sur un environnement, un monde différent, quoi. Oui, clairement, oui. D'accord, ok. Donc, et tu vois, je me permets de rebondir, pardon, mais par rapport à ce que dit Annie sur la préservation de l'écosystème. Il y a une bande dessinée qui était sortie chez Glénat, et le titre me fait défaut, on va essayer de le retrouver, où en fait, ce sont ça se passe au Japon, ce sont des pêcheuses, des femmes uniquement, qui allaient chercher les perles au fond de la mer en apnée. À la pause, on va essayer de retrouver le titre, parce que j'aime pas quand c'est comme ça. Et du coup, il y a deux gars qui viennent pour un peu essayer de voir comment ça se passe, pour racheter un peu le lieu ou quoi. Et en fait, ils sont pris parce que nous, même, on découvre cette tradition, mais qui date depuis extrêmement longtemps. C'est uniquement des femmes qui vont pêcher, c'est uniquement en apnée, il n'est pas question de bouteilles. Et évidemment, il y a eu des accidents, donc il y a vraiment quelque chose de culturel qui, comme au Japon, qui traverse les âges et qui confronte la modernité. Où de nos jours, peut-être plus personne ne ferait ça, mais la culture, l'esprit, la tradition est préservée avec dans cette BD. Et donc j'ai découvert ces jeunes femmes, jeunes, des fois moins jeunes, mais qui allaient pêcher en apnée des perles pour les revendre. Et c'était une très très belle BD, et très intéressante aussi, là aussi, sur le côté tradition. Annie, non, ce n'est pas Ama, le souffle des femmes. Non, c'était une couverture bleue. Oui, c'est ça. C'est Ama, le souffle des femmes. Ok, d'accord, voilà, c'est ça alors. Souffle des femmes, il y a des très bons reportages si vous voulez voir la version où bien elle sûr. bouge. Ah oui. Voilà, c'est mieux, c'est celle où elle nage. De mon côté, parce que si je pose la question à tout le monde, il faudra aussi que je réponde aussi. Moi, la première BD qui m'est venue en tête, alors c'est pourtant pas vraiment ce que je lis d'habitude, mais je me souviens que ça m'avait marqué, c'est Long John Silver. Oui. Ce côté aventure de la mer, donc là on est sur l'île au trésor, c'est une réinterprétation de l'île au trésor de Stevenson, et qui suit là l'histoire de Long John Silver, comment il en est arrivé là et comment il devient le capitaine et donc le capitaine de l'île au trésor. Et il y a un côté dans ces BD très très sombre, qui souvent la mer est sombre, voilà. Justement, on revient encore sur cette... tu disais tout à l'heure qu'il y avait des liens entre espace et mer. Ce côté... vous savez, quand on voit des fois où on ne sait plus s'il y a à l'horizon entre le ciel et mer, d'accord, on ne sait plus les limites de ciel et mer. Et j'ai souvent trouvé ça dans cette BD. Et puis, le côté isolationniste qui se fait de fait pour un bateau au milieu de la haute mer, de la haute mer. Donc il y a souvent aussi ce côté aventure, initiation et roman de comment dire, roman d'initiation, quoi. Voilà. Mais je savais pas que Long John Silver avait été une réinterprétation, avait un quelconque lien avec le trésor. Pour moi, c'était une histoire de pirate. C'est un des protagonistes. C'est un des protagonistes de trésor. D'accord, mais par contre, les couvertures, j'ai jamais lu la bande dessinée, mais les couvertures. Je sais qu'à chaque fois, et je me dis, il faudrait que je lise un peu des BD de pirates, parce que ça peut être intéressant, quoi. Et je dois avouer que Long John Silver, à chaque fois, vraiment celle-là, voilà, les couvertures, moi aussi, c'est pas quelque chose sur lequel je vais d'habitude, mais celle-là, elle m'a donné envie, et un ami m'a pu me les prêter. Et la série, elle est finie. Et il me semble qu'elle est finie, elle est en 3-4 tomes, je crois. Ouais, d'accord. Mais voilà, quand tu parles de cette couverture, tu parles surtout, tu vois celle avec le bateau qui s'enfonce dans la jungle. Celle-là, elle est vraiment magnifique, quoi.
Jay, dis-moi toi. Alors moi, quand on parle de mer, ça me fait beaucoup penser s'il y a un élément qui est omniprésent dans une œuvre, c'est dans Low, L-O-W. Ah oui, De exact. Rick Remender et Greg Tocchini, qui est donc un comics qui a été publié chez Urban en France, qui est en 4 ou 5 tomes, je crois. C'est ça, tu les as eu à un moment donné. Je les ai eus. Et ouais, je te les ai pas rachetés à l'époque, mais presque aujourd'hui, je regrette un peu parce que j'en garde Trop tard. finalement un très bon souvenir. Ils sont partis. Et je pense que je vais les retrouver tôt ou tard. Oui. Et parce que pour le coup, c'est vraiment l'humanité qui s'est retrouvée plongée au fond des océans pour se préserver suite à une apocalypse nucléaire, visiblement. Enfin, quelque chose qui s'est passé à la surface et donc En fait, sous l'eau. C'est une apocalypse nucléaire, je crois, Mhm. où c'est le soleil qui est devenu tellement chaud Oui, c'est ça. qu'il a brûlé C'est ça. la surface de la Terre. Et donc, les populations, pour se réfugier, se sont réfugiées sous la mer. Ouais. Et il y a aussi, donc je crois que oui, la surface est devenue inhabitable. C'est ça, voilà. Plus personne vit à la surface, mais ils envoient des sondes, du coup, à partir du fond des mers, dans le ciel, dans l'espace, pour voir si la Terre redevient habitable. Et en fait, là, ils ont un message qui arrive. Et donc, il y a une famille qui va partir à la recherche de cette sonde. Et moi, ça me fait beaucoup penser à du Game of Thrones, dans la mesure où, en fait, on a une famille qui va être complètement éclatée, en fait, qui va être séparée. Chaque membre de la famille, donc il y a des filles, il y a un père, une mère, et avec leurs filles, et leurs différentes filles, ils en ont plusieurs. Et il y a un fils aussi dans l'histoire, je crois qu'il doit être 5 ou 6. Et en fait, chacun va évoluer à différents endroits, donc certains sous l'eau, d'autres qui vont essayer d'atteindre la surface, et petit à petit, ils vont se recroiser. Alors, le dessin, par contre, est Ouais, exact. assez tendu, c'est Greg Tocchini qui dessine. Ouais. Je suis pas fan du tout. En fait, c'est vraiment le dessin qui rebute. Ce qui est dommage, parce que l'histoire en tant que telle, je la trouve plutôt efficace. C'est le dessin qui pêche. C'est Oh. le dessin qui pêche tout à fait. Bien Bien joué. joué. Il y en a que vous avez écrites, c'est pas possible. Non, même pas. Pour vous en souvenir de tout à chaque fois, c'est la spontanéité. Oui, c'est ça. C'est Mais oui, non, impressionnant. mais je suis vraiment d'accord avec Jay. Donc, moi, je l'avais acheté quand Urban faisait le tome 1 à 10 €. Donc, à ce compte-là, moi, je prenais quand même beaucoup de comics à ce prix-là. Et c'est vrai que tu dis, si l'histoire, elle est plutôt bien, elle tient la route, mais par contre, le dessin, Le dessin, c'est dur. des fois, moi, je me souviens avoir bloqué sur des cases pour me dire, en fait, qu'est-ce qui se passe, On quoi. comprend pas Qu'est-ce ce qui que se tu passe. regardes C'est Ah pas- non. mais c'est chaud. Et c'est vrai que ce qui ressort des critiques en général, malheureusement, c'est le dessin qui est trop noyé. Incroyable. Mais voilà, c'est dommage. On devrait faire comme pour les insultes, tu sais. À chaque fois, on met 1 À euro. chaque fois qu'il y a Ouais. un jeu de mots. Et moi, c'est pour ça que je l'avais revendu d'ailleurs, parce qu'une fois que je l'avais terminé, c'était limite une épreuve et je me suis dit, je sais que je vais pas la relire. C'était un bon voyage, une bonne lecture, mais j'ai revendu. Mais je pense que tu peux la retrouver assez facilement sur les sites d'occasion, quoi. Oui, tout à fait. Et pour revenir à ce qu'on disait, donc vous concevez, vous, la mer plus comme je le disais, comme un personnage, vous le préférez comme un personnage, comme un lieu comme un autre de développement d'histoire. Comme un lieu. Moi, c'est vraiment comme un lieu, parce que je trouve que justement, que ce soit sur les différentes bandes dessinées dont on a parlé, et même plein d'autres, en fait, c'est un lieu qui va, de par sa nature, modifier et influencer sur l'action. Je la vois pas comme un personnage, mais comme il y a absence d'oxygène, si tu veux que l'être humain, s'il est plongé dans l'eau, il meurt. Et du coup, je trouve que ça va influencer les rapports, la manière de se mouvoir aussi. Et je trouve que c'est en ça où moi, je vois plus ça comme un décor vraiment que comme un, Toi, comme tu un le personnage. conçois en dessous de la surface. Eh ben, tu vois, j'ai pas fait exprès, mais je le vois plus sous la mer que vraiment Pareil, dessus, quoi. Ah ouais. Naturellement, pour moi, c'est ça aussi. C'est vraiment le fait d'être isolé, très loin de tout, et effectivement de sortir de notre environnement normal, quoi. Donc tu peux évoquer, trouver des thèmes et des façons d'aborder certains thèmes via cette difficulté supplémentaire, en fait. Et je trouve qu'il y a une inquiétude en plus sur des contraintes, tu vois, d'oxygène, des contraintes de lumière. Enfin, je trouve que justement, ça crée un décor qui est un peu oppressant. Où il y a des coins où on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est la fosse des... Marianne, merci. J'étais sur autre chose, mais du coup, il y a ça. Il y a toujours une inconnue qui est liée, alors certes aussi à l'espace. On est loin de tout savoir. Mais je trouve que paradoxalement, c'est quelque chose qu'on a à côté de chez nous. Alors nous, parce qu'on est dans le sud, tu vois. C'est une terre inconnue. Qu'on a à côté. Mais en fait, et paradoxalement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, qu'on ne connaît pas vraiment. Et c'est en ça où je trouve que c'est... je vois plutôt sous la mer plutôt que vraiment pour le sur côté dessus, quoi. inconnu et hostile qui peut y avoir, quoi. Ouais, exactement.
D'accord, ouais, bah, tu vois, moi j'étais plus sur la mer en tant que voyage, en tant que... Et toi, Annie, du coup? Moi, c'est vraiment, je pense, le côté écosystème et le fait de cohabiter les différents éléments ensemble. Pardon. Bonjour. Bonjour. Au fur et à mesure, elle s'éloigne. Ouais, c'est ça. Elle plongeait là, littéralement. On était tous à la regarder en disant rapproche-toi. Donc je disais que oui, je le vois plus comme un écosystème avec lequel on peut cohabiter et puis on peut avoir un équilibre en fait, tout simplement si on en prend suffisamment soin. Après, je suis pas certaine que c'est comme un personnage que je le vois, mais pas non plus comme une entité. Mais je sais pas, c'est comme le jardin, c'est comme les choses qui nous entourent naturellement. C'est quelque chose qu'on comprend, de quoi on prend soin pour être bien, quoi. Ouais, donc ancré dans une problématique réelle. Donc toi, tu l'ancrerais un peu plus, oui, je pense, puisque c'est vrai que ne serait-ce que je l'ai même pas fait exprès. La proposition de habiter sous mer, par exemple, pour moi, c'est les mêmes problématiques qu'avec l'espace. C'est pour ça, quand tu partagé tout à l'heure, j'ai pensé à l'espace, puisque tant qu'il n'y a pas la nécessité réelle, en fait, de le faire, mais forcément, en fait, nos ressources, elles ne vont pas aller de ce côté-là. Et puis, bon, et pourtant, la mer, on a essayé de faire beaucoup de recherches dessus. On n'est qu'à 5% de ce qu'on connaît réellement. Donc, au final, pour l'instant, aujourd'hui, on n'en a peut-être pas besoin. Donc, si on en prend soin et on a un équilibre, c'est tout bon. Voilà. Alors, si on est en équilibre, on va faire une pause sur cette note d'équilibre. Oh, c'est beau. Ça fait au moins un équilibré. Oui, Avec un 3 désaxé. ça fait 25% de l'équipe quand même. Ouais, bah écoute. Man, you come right out of a comic book. Il y a un petit grillon. Petit grillon marseillais. C'est On mignon. a reconnu l'accent dans les chanteurs. L'accent du Qui grillon. sont de Marseille. Voilà. Vous êtes de retour pour cette émission 65 de la bande des comics. On parle du thème de la mer dans cette année 2025, année de la mer. On de va la mer faire... dans... Voilà. Merci. Voilà, ça c'est fait. Oui. Donc, deuxième partie du dossier. Alors, je vais vous demander en off comment vous vouliez aborder ça. Jay, tu nous parles de cette vision de la mer aussi qui n'a pas été encore développée. Ouais, alors il y en avait deux, mais il y a l'écologie, effectivement, qu'on a rapidement abordé avec l'écosystème, le fait de le préserver, etc. Et en fait, c'est un angle, en tout cas, qui est très souvent pris dans les comics Aquaman. Et c'est assez omniprésent, en fait, de parler de préserver la surface par rapport aux rampants qui vivent sur la surface. D'ailleurs, ils appellent les humains les rampants. Pour eux, voilà, c'est vraiment... Et il y a vraiment cet aspect-là qui sort très très souvent dans les intrigues parce que les rampants détruisent les ressources et donc Atlantide va attaquer assez régulièrement. C'est arrivé notamment dans le run de Geoff Jones sur la Justice League, cette fois-ci parce qu'il a écrit plein de séries à la même période. Et sur la Justice League, le tome 2 notamment des New 52, pardon, où on va avoir une attaque en fait des fonds marins, donc de l'Atlantide qui va attaquer la surface. On va l'avoir aussi dans New Justice de Scott Snyder, pour le coup, avec pareil une vague de submersion. Donc c'est quelque chose qui est assez régulièrement utilisé, le fait d'aller lutter contre la surface parce que la surface nuit au fond marin et qui représente quand même la majorité de la surface de la planète. Et pour le coup, voilà, on va le retrouver assez souvent également chez son alter ego chez Marvel, pour le coup, avec Namor, qui est un des plus vieux personnages de comics parce qu'il est né quasiment en même temps que Captain America et que la Torche Humaine. C'était dans les tout premiers d'ailleurs, il y avait des espèces de petits crossovers dans les années 40 et pour le coup, qui va l'utiliser assez régulièrement. Voilà, c'est vraiment un pendant qui est assez présent et moi, ce qui me rend fou, c'est cette scène dans le premier Justice League, alors la version Scott Snyder remaniée, Joss Whedon. Alors là, c'est cette espèce de scène où le Aquaman, pour le coup, Jason Momoa, voilà, se met torse-poil devant les vagues sur le ponton, se descend une bouteille de whisky et va jeter la bouteille de whisky à la mer. Tu fais bravo, vous avez rien compris au personnage, quoi. C'est bien joué, les gars. C'est parce qu'il voulait jeter un message. Voilà, message in a bottle. Il voulait faire du verre poli. C'est plus joli. C'est ça. Pour ramasser sur la plage. Et comme ça, il fait des croliers après. C'est ça. Ce genre de... Oui, c'est complètement débile. Tu dis c'est un personnage qui est censé préserver, tu vois, l'écologie, les fonds marins. C'est vrai que globalement le message de Namor ou d'Aquaman est vrai.
il représente plus de la moitié de la surface du globe. Donc en fait, limite, 75%, c'est eux qui devraient, tu vois, avoir plus leur mot à dire. Et globalement, dans les comics, qu'est-ce qui ressort, ou dans les BD, c'est que c'est les gens sur Terre, tu vois, les terriens, les rampants, qui sont prédominants. Sauf que non, si tu fais bien le calcul, c'est les gars sous la mer qui maîtrisent un peu le sujet. Donc c'est vrai que cette scène, elle est ridicule parce que ça n'a vraiment pas sa place à foutre là, quoi. Pas la seule dans ce. Non, dans la version Whedon, c'est vraiment pas la seule. Mais de plus en plus aussi, pour rebondir avec ce que tu disais, alors je les ai pas lus, mais je trouve qu'on voit de plus en plus de BD explicatifs sur la destruction des continents, la montée des eaux. Il me semble que j'en ai vu une passer sur les futures terres qui sont en train de... Le Vanuatu, le Bangladesh, qui commencent à être... qui sont mal barrés d'ici ne serait-ce que 10 ans. Hein. Ouais, comme les tombolos de la presqu'île de Gien. Quoi. Ouais, c'est pas une blague en plus. Ouais, non, mais je pourrais t'en parler pour avoir lutté contre, je sais. Voilà, il y a beaucoup à dire sur le tombolo. mais donc oui, on passe sur une action presque plus... Sensibilisation. Ouais, journalistique. Alors qu'avant, on était sur cette hypothèse, sur un personnage qui représentait... Parce que Namor, il est pas cool du tout. À part quand il veut aller voir Madame 4 Fantastique. Ça, c'est autre chose. Ah là, par contre, il le trouve. Les petites ailes sur les chevilles, là, il est fait marcher, là. Elles sont propres. Il n'y a pas une aile qui... rien. J'ai jamais compris les ailes au fond de l'eau, d'ailleurs. C'est gouvernail. Ouais, mais à la rigueur, tu lui mets des trucs de poisson volant. Mais moi, je le comprends. Tu dis, Namor, c'est pas un tendre, mais en fin de compte, il subit ce que font les rampants. Tu vois, si on essaie de se mettre... On parlait... Annie parlait de ce personnage, de ce méchant pour qui on a de l'empathie. Mais si on se met à la place de Namor ou d'Aquaman, qui subit un petit peu, tu vois, les destructions, les naufrages pétroliers, la pollution, c'est un gars qui n'a rien demandé et qui subit la pollution, tu vois, de la part d'une minorité. Donc en fait, si tu schématise ça comme ça vite fait, tu m'étonnes que le gars, quand il arrive, quand il débarque sur Terre, il est moyennement content, quoi. C'est ça. Non, mais là, on parle d'une vision plus actuelle. Bien sûr. Je parle du moment de sa création. Il était méchant, mais dans l'idée de la violence brute de la nature. Enfin, tu vois, au début, je trouvais que ce personnage a eu ce côté sauvage et incompris. Voilà. Bon, après aussi, c'était un antagoniste des 4 Fantastiques. Ils ont commencé contre l'homme taupe. Donc... sous terre, puis sous la mer. Non, mais voilà, tu vois, donc il y avait des personnages qui représentaient les forces de la nature. Namor en était un. Il a été mieux exploité après avec le temps, quoi. Mais bon. Annie, tu as l'air... Oui, ok. Oui. Une autre vision aussi qu'on peut avoir de la mer. Jay, tu en parlais, c'est cette... La vision horrifique, complètement, qui est utilisée, où là, la mer, c'est une masse noire, où on voit rien, où c'est très profond, et ça fait flipper, on sait pas ce qu'il y a en bas. Et clairement, c'est utilisé dans pas mal de comics, et notamment dans les comics indépendants. Il y avait Plunge, dont je vous avais déjà parlé ici, de Joe Hill, le fils de Stephen King, avec Stuart Timonen, qui fait beaucoup penser à The Thing, avec une quête en Alaska, un objet pareil tombé du ciel, un peu bizarre. Donc ça se rapproche un peu d'Andromeda pour la thématique. Ou avec The Wake, qui a été écrit par Scott Snyder, dessiné par Sean Murphy, et où ils vont chercher un sirois, donc une sirène homme, au fond des mers. Un triton, ils trouvent un triton qui est assez chelou, assez monstrueux, et qui va décimer tout le monde, quoi. Donc vraiment en mode film d'horreur. Et pour le coup, c'est quelque chose qui marche bien, parce qu'on est au fond des mers, et ben là, personne ne vous entend crier, comme dans l'espace, comme Alien, quoi. Tu me l'as enlevé, je l'ai préparé. Non, mais tu l'as mieux fait, de toute façon. Mais de toute façon, pour faire le parallèle, les astronautes, avant de partir, s'entraînent sous l'eau. Pour représenter, si tu veux, à la fois la pesanteur qu'il peut avoir sur la Lune, mais aussi l'absence d'oxygène. Donc tu vois qu'en fin de compte, même si les deux ont l'air très très éloignés l'un de l'autre, en fin de compte, ils se recoupent assez vite. Moi, l'aspect horrifique de ces récits et de Aquaman Andromeda, que j'ai vraiment bien aimé, parce que c'est tout l'intérêt, si tu veux, d'avoir des récits déconnectés de la continuité, c'est avoir ce côté horrifique, mais aussi ce côté abysse. Le film, en fait, on retrouve
dans les profondeurs, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a, tu vois. Et avec ce personnage de Ed Harris qui découvre. Parce que maintenant, je pense qu'après, je ne veux pas non plus vous dévoiler l'intrigue du film. Je pense que vous la connaissez, mais il y a ce côté-là horrifique dans Andromeda. Et je le répète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un dessinateur qui mérite d'être accompagné par un scénariste, sinon on perd un petit peu en intensité au niveau de l'intrigue. Et qui arrive, et justement, qui fait d'Aquaman, comme l'a dit Annie, mais une espèce de divinité, de créature qui est au-delà des humains. Tu vois, et qui n'est pas là pour se placer à leur égal, qui est là pour avoir une mission bien plus supérieure que leur petite guéguerre, et dont l'intérêt va au-delà. On voit que c'est aussi une créature qui a des coquillages sur lui, je crois. Si tu veux, c'est que le concept et le délire d'Aquaman, pour moi, a été poussé vraiment au maximum. Voir un Aquaman arien blond aux yeux bleus, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est une image, c'est une représentation de la mer. Voilà, mais c'est pour ça que moi, déjà, j'ai trouvé que Jason Momoa était quand même un acteur un petit peu plus, mieux indiqué, tu vois, pour faire Aquaman, tu vois, ce roi des mers, brut de décoffrage, tu vois, mais ça avait plus de gueule que prendre un blond aux yeux bleus à qui on a coupé une main. C'est sûr, surtout qu'il l'a joué avec derrière lui tout le passif de sa culture, aussi. Voilà, qui est Polynésie, Maori, je crois, Tonga, lui. Samoa ou Tonga, je sais plus. Enfin bref. Pour moi, c'était Maori, je crois que je crois que c'est un Samoan d'origine, et qui sont parmi les peuples les plus touchés par la montée des eaux et attachés à la mer. Ah oui, ça a été des peuples d'explorateurs. Ils ont quand même exploré toutes les petites îles du Pacifique. Ils sont allés les chercher à la pirogue. Oui. C'est quand ça se pose là, quoi. On se dit un peu ça, donc. Bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, c'est une scène que j'aime bien, c'est quand il est allé repêcher le gars le marin qui était se noyer, et il le jette sur la table. Il arrive dans ce bar un peu miteux, tu vois, et les gens savent qui il est. Et quand il dit, je crois que c'est pour lui, c'est lui qui paye la tournée ou quoi. Voilà, et en fait, il y a le côté un petit peu qui ressemble, qui retrouve Andromeda, mais espèce de gars qui se mélange pas, d'une part, alors qui à la fois défend les intérêts locaux, mais à la fois d'un autre côté, il sait qu'il y a une distance entre. Parce qu'il a la double identité aussi. Voilà. Il a un père terrien et une mère. Et je trouve que la dualité, pour moi, elle est super bien représentée. Et je trouve que typiquement, moi, je me dis, oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça Aquaman, quoi. C'est un gars brut de décoffrage qui intervient quand il doit venir sur son royaume. Il est tout seul. Alors après, le film lui-même, Aquaman, est un désastre, un naufrage. Mais du coup. Du coup, voilà, c'était. Il y a plein d'autres récits dont on pourrait parler. C'est vrai que c'est un peu court, mais notamment tous les récits de pirates et de navigation. One Piece, on n'en a pas parlé, alors que c'est quand même un des plus connus. Vinland Saga aussi, où ils utilisent énormément toute la navigation, mais cette fois-ci côté viking. Voilà, il y en a tout un tas, et même dans Astérix, t'en parlais. Voilà, les pirates, qui est le comics relief qu'on va avoir à chaque fois avec le bateau pirate qui se fait couler. Tintin Spirou, notamment avec Torapa, là, du coup, à chaque fois, il a de l'exploration avec cette espèce de petits sous-marins, la jaune, là, justement tout allongé, là, qu'il utilise pour le Yellow Submarine. Voilà, exactement. C'est lui. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples qu'on aurait pu citer, mais après ça tourne pas forcément sur les mêmes thématiques non plus. Non, c'est ça de qui est bien. l'aventure, quoi. C'est pour ça que je vous posais la question de toutes vos visions de la mer, parce que on a diversifié au fur et à mesure avec le temps cette terra incognita. Yes. Voilà. Bon, écoutez, on a fait un tour pas mal. On a donné des idées. On est allé en profondeur. Vous avez des pistes ou des courants oui, très bien sûr. À explorer. Vous savez qu'on est toujours amateur de vos idées. Si vous avez, vous, des BD, des romans graphiques ou même mangas qui vous ont marqué sur le thème de la mer. On fera un petit sondage sur les réseaux et ça se trouve, on va avoir des surprises. Ah ouais. Okay. Allez, on passe au quiz vite fait. Un jingle rapide et on perd vite. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Allez, on attaque le quiz donc sur la mer. Quel personnage de Jules Verne est le héros de Mobilis? Nemo, ouais. Le capitaine Nemo, très bien. On continue. Au début du comics Marvels, quel personnage affronte la torche et déverse l'océan sur la ville?
Namor. Namor. C'est le prince Namor. J'ai Très écouté l'émission, bien. j'ai écouté l'émission. C'est bien. Dans la BD, on a mangé la mer. Quel fléau qui pèse sur les mers est étudié? Ouh. Un fléau lié aux poissons. C'est La surpêche. le phénomène de la surpêche. Bien joué. Dans J'y vais, mais j'ai peur. Quelle course maritime sert de toile de fond à la bande dessinée? Le rhum. Le Vendée Globe, très bien. Lui, il est toujours sur l'alcool, quoi. Ah bah ouais, bah écoute. Dans le manga Glaucos, quel sport en profondeur est abordé? L'apnée. La nage. L'apnée. Très bien. Le curling sous-marin. C'est ça. Ah, nettement moins le water polo, mais on a noyé les chevaux. Qui est le personnage principal du manga Fleuve One Piece? Luffy. oui, bah oui. Très bien. Dans le comics Aquaman Andromeda, comment s'appelle le point le plus profond dans l'océan? Nemo. Le point Nemo, on y revient. Très C'est pas le bien. plus profond, hein. C'est le point le plus éloigné Ah, d'une le terre. plus éloigné, le pardon. plus profond, c'est la fosse des Mariannes. Pardon. Quelle série de bande dessinée sur le Vendée Globe, éditée chez Glénat, porte le même titre qu'un film de Tom Hanks en VF? Seul au monde. Seul au monde, bien joué. Quelle est la particularité de la BD Jim Curious, voyage au cœur de l'océan de Mathias En 3D. Picard? Et oui, Avec c'est des en lunettes, 3D. Ah ouais. À l'ancienne. On porte des lunettes 3D qui sont fournies en plus. Ouais. C'est mieux. Et c'est vraiment une très belle bande dessinée. Original. Au large de quel détroit se déroule l'action du comics Plunge? Bering. Oui. C'est ça, c'est Bering. Bien joué. Très bien joué. Quelle créature marine fantastique est découverte dans le comics The Wake? On l'a Un dit. sirois. Un sirois. Un triton. Un triton tournesol, bien entendu. Au début de Dragon Ball, quand Sangoku doit récupérer une boule au fond de l'océan, Oui. quel personnage rencontre Sangoku? Un personnage iconique de Dragon Ball. Au Yamcha. Non. Mais c'est pas le tortue. La Un tortue crayon. Oui, une tortue, oui. Comment La il tortue de s'appelle Tortue Géniale. Tortue géniale. Vous l'appelez, Allez, oui. Annie, je Oui. te le donne. Muten Roshi. Dans quel manga un soldat doit ramener la fille de son compagnon d'armes mort à la guerre sur son île natale qui n'est pas censée exister? Oula, refais s'il te plaît. Pardon. Ouais. Un soldat doit ramener la fille de son compagnon d'armes qui est décédé. Il doit la ramener sur son île natale, mais cette île n'apparaît nulle part. Elle n'existe même pas. Un vieux manga, Les Oubliés, ou Ouais, bah nous aussi. Mitsunoshima, pour ceux qui parlent. Elle est la dernière très rapide. Dans la Grande Traversée, quel animal rencontre en premier les Gaulois? Des glouglous. Des glouglous. Très bien. Les glouglous. C'est des dindons, hein, à la base. Chers amis, merci encore pour cette émission. Bravo pour ton quiz qui était très On est ravis de vous avoir donné des idées, j'espère, sur ce thème. Et c'est Jay qui est notre grand vainqueur. Bien joué. Là. On se retrouve 1er et 4e samedi du mois entre 11h et midi, sinon disponible sur toutes les plateformes, sur le site radio-active.net. Et puis voilà, continuez à nous écouter, n'hésitez pas à échanger avec nous, ça nous a fait plaisir, d'ailleurs on l'a vu en public, Exactement. et à renouveler prochainement. Bon week-end à tous. Ciao, Et ciao. Bon week-end. Ciao.